Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 16 février. Bienvenue dans cette émission, l'émission que vous préférez sur la chaîne, puisque vous êtes des milliers maintenant à la regarder. C'est une émission qui vous permet de préparer votre semaine de trading. Évidemment, elle s'appelle Préparons notre semaine de trading ensemble. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon week-end. C'était le week-end de Saint-Valentin. Donc j'espère que vous avez gâté votre conjoint, votre conjointe, et que si vous êtes tout seul, que vous êtes motivé pour trouver quelqu'un pour l'année prochaine. En tout cas, on va analyser un petit peu aujourd'hui, comme d'habitude, les indices, un petit peu de Forex, un petit peu d'action, et le Bitcoin, bien sûr, pour voir un petit peu où est-ce qu'on en est, quels sont les niveaux à surveiller pour la semaine prochaine. Bien évidemment, cette émission est aussi là pour vous donner quelques astuces, mais ce n'est pas des conseils en investissement financier. Ça veut dire que tout est régi par, bien évidemment, vos prises de décision, mais aussi ce qui peut se passer dans le monde demain, cette nuit, la semaine prochaine. Donc là, ce ne sont que des niveaux repères qui peuvent être complètement dépassés ou réintégrés ou autres. Vous avez bien compris tout ça en fonction de la macroéconomie, puisque c'est la macroéconomie, ce sont les résultats d'entreprise, ce sont les chiffres qui tombent toute la journée, ce sont les rumeurs, les tweets, etc. qui font bouger le marché, et pas l'analyse technique. L'analyse technique n'est qu'un moyen de détecter la tendance en faisant une photo et de déterminer les niveaux clés des différents actifs sur lesquels nous analysons nos graphiques, justement. On va commencer par notre ami le Dow Jones. Le Dow Jones en hebdomadaire, donc on en est là, voilà, on a fait un nouveau plus haut historique cette semaine du côté du Dow Jones. On n'a pas de signal de retournement. On a une petite divergence en formation sur le Nasdaq et peut-être sur le Standard & Poor's en hebdomadaire. Voilà, c'est ça, mais elle est absolument pas validée. Donc les indices américains sont toujours sur des plus hauts, sont toujours en train de faire des nouveaux plus hauts. Bon voilà, c'est toujours la même chose depuis plusieurs semaines. Je voulais juste regarder, voilà, justement, est-ce qu'on avait un signal de retournement ou pas, ce qui n'est pas le cas du côté du Dow Jones. Alors là, on est sur ce que j'appelle le cash. Le cash, je vais vous expliquer rapidement, puisqu'on va utiliser mon nouveau joujou. Quelle est la différence entre le cash et le futur? Comme j'en parle dans mes vidéos, vous êtes nombreux à me poser la question. Vous savez que les indices, par exemple le Dow Jones, vous avez l'indice Dow Jones, celui que j'analyse, le MNEMO c'est DGI. Et bien sur cet indice-là, on ne peut pas trader. C'est pas quelque chose qui s'achète ou qui se vend. C'est vraiment une sorte de thermomètre qui est là pour donner la température du marché, en tout cas de ces 30 actions américaines qui le composent. Et ça ne se traite pas. On est obligé de passer par des produits officiels, des produits dérivés, les futurs, des options, des trackers, etc., etc. Enfin, tout un tas de produits officiels, bien que les plus connus soient les futurs, pour trader ça, ou les CFD, qui sont là pour le coup des produits non officiels, inventés par les brokers, donc eToro, FXCM, IG Market, XTB, etc., etc. Donc il y a des bons brokers CFD, des moins bons également, peu importe. Mais sachez que quand vous tradez un CFD, c'est pour ça qu'il n'y a pas le vrai nom. Chez eToro, ça s'appelle DJ30, je crois. Il y en a chez d'autres, c'est US30 ou autre. Waouh, pourquoi j'ai fait ça? Je sais pas. Et du coup, voilà pourquoi ça porte pas le vrai nom, parce qu'ils n'ont pas le droit d'utiliser les noms officiels. Quoi qu'il en soit, que ce soit sur les futurs ou le CFD, il n'y a pas plus de chances de gagner sur l'un ou l'autre. Il faut vraiment se former, il faut vraiment apprendre à travailler correctement. Et bien entendu, quand on commence avec un petit peu d'argent, puisque quand on commence en général, on va commencer avec quelques centaines ou quelques milliers d'euros, et bien la plupart des gens commencent par les CFD qui sont idéaux pour commencer et gérer le money management, puisque vous pouvez avoir des tailles de position comme bon vous semble. Vous allez pouvoir travailler à quelques centimes du point, par exemple. Après, il est vrai que lorsqu'on veut un petit peu se professionnaliser, on a tout intérêt d'aller sur le vrai marché et donc de se tourner vers le marché des futurs. Donc ça, c'est pour bien expliquer les choses. Donc quand je dis le cash, c'est le Dow Jones. Et après, on va aller voir le futur, justement, là où il y a les échanges. Alors, du côté du cash, on n'a pas de signal non plus. Et donc, j'aime regarder plutôt le futur, moi, parce que il est ouvert quasiment 24-24. Et du coup, je trouve que c'est un peu plus intéressant. Voilà. Est-ce qu'on est sur un niveau clé? On a fait un nouveau plus haut que le précédent, plus bas, plus haut que le précédent. Donc, on est toujours dans une très, très forte tendance. Qu'est-ce qu'il faut surveiller pour demain, justement? Alors, moi, je vais être totalement honnête avec vous, je suis dans un short que j'ai pris sur le dos, que j'ai gardé over week, avec un stop loss, avec une taille de position limitée pour ne perdre qu'1% de mon capital global si je perds cette position, donc tout va bien. Pourquoi? Parce qu'on a une vague de Wolf qui est tellement magnifique que je pouvais pas passer à côté. Je veux dire, à un moment donné, il y a plusieurs approches dans le trading.
Il y a celui qui va trader à l'émotion, donc qui va tout le temps être en stress et qui va acheter quand il voit que ça monte, baisser quand il voit que ça baisse. Pourquoi pas, c'est une stratégie. Il y a celui qui fait du casino, respectons-le, qui fait des all-in, tout le temps levier max. Et c'est pareil, je reviens sur un truc, j'ai souvent un truc, ouais, t'es affilié eToro, eToro ils ont beaucoup de frais, etc. etc. C'est sûr que si tu mets $500 chez eToro et que tu traites tout le temps levier max, donc tu as un levier 50 et du coup que tu fais l'américain sur ton compte, tu auras des frais, ça c'est clair. Mais c'est un peu chez tous les brokers CFD pareil. Si tu restes extrêmement prudent et que tu utilises le moins de levier possible et que tu prends vraiment des tailles de position douces, ça sera comme partout. Donc ça c'est une petite précision également. Donc je disais, je sais plus, du coup oui, on a dans cette magnifique vague de vol, donc je pouvais pas passer à côté. Et du coup, il y a plusieurs approches dans le trading. Il y a l'approche sentimentale, émotionnelle, où le gars il sait pas trop ce qu'il doit faire, il se met en 5 minutes, il regarde pas les autres unités de temps et il va acheter s'il voit que ça monte, il va vendre s'il voit que ça baisse, il va prendre 20 points, il va sortir. Il y en a qui font ça, ouais, c'est facile de prendre 20 points, il prend 20 points tous les jours. Bon, ok, ça on verra sur le long terme. Moi j'ai une approche dite mathématique, probabilité, money management, gestion des risques, on va dire. Et donc tout ça, je l'ai répété 18 000 fois sur la chaîne. J'ai des stratégies, des méthodes de travail. Je sais qu'elles ont entre 60 et 70% de taux de succès. Je sais qu'elles ont des RR en moyenne de 2, entre 1,80 et 2, eh bien je le sais que sur le moyen et le long terme, je sais qu'en appliquant ça à la lettre et en essayant de gérer mes émotions de façon à tenir et à pas faire d'erreur quand je me fais stopper, d'accepter, quand je gagne à mon TP, de sortir aussi et pas d'être trop gourmand, quand j'ai perdu un trade sur un indice, de ne pas en reprendre un tout de suite, enfin toutes les erreurs que vous avez certainement déjà dû faire, je sais qu'on l'a déjà expliqué 30 000 fois, mais on peut refaire le calcul très rapidement. On va même prendre un ratio d'1,5 en moyenne par trade, puisque des fois il y a des TP2, on sort la moitié au TP1, etc. Donc on va même prendre des RR de 1,5, voilà, avec 60% de taux de succès. Tu as 5 000 € de capital, ok. Tu fais tu fais un trade par jour. Donc dans un an, il y a 200 séances de bourse, donc tu fais 200 trades par an, ok. 60% de taux de succès, donc tu en gagnes 120, tu en perds 80, on est d'accord. Tu as 5 000 €, donc tu veux pas perdre plus de 50 € quand tu perds. Donc tu as toujours bien calculé tes tailles de position, donc 8 x 5, 40, tu as 4 000 € de pertes cumulées sur l'année. Par contre, tu as un ratio de 1,5, donc 50 fois 1,5 ça fait 75, 75 fois 120, on est sur 9 000. Ok, on est toujours d'accord jusqu'à là. Donc si tu fais pas d'erreur, 9 000 moins 4 000, tu es à plus 5 000. Donc en faisant 200 trades par an avec un taux de succès de 60% et un ratio de 1,5, normalement tu es censé faire 5 000 € de gains à la fin de l'année. On est sur un taux de succès bas, un ratio gain sur perte de 1,5 qui est plutôt bas, et du coup le calcul mathématique est là. Donc partons du principe où il y a quelques erreurs, où il y a quelques frais, il y a quelques gaps, et tu as fait 2-3 boulettes en plus, on va enlever 2000. Donc oui, on enlève 10%, on enlève 40%. Il te reste 3000. Donc même 3000 pour 5000, c'est excellent. Et encore, on n'a pas compté les intérêts composés. Donc elle est là mon approche. Donc effectivement, malheureusement, la probabilité, les mathématiques, ça peut pas plaire à tout le monde. Il y a des gens qui sont pas capables d'assumer les périodes les plus difficiles. Ça faut aussi gérer les périodes de perte où, par exemple, on va commencer à faire une bonne année, ensuite on va avoir une période de perte, on va reprendre un peu, on va avoir une mauvaise période, on va avoir une super période. Voilà, tac, tac, tac. Et entre le 1er janvier et le 31 décembre, on est bien sûr plus élevé. Mais si tu continues, si tu commences par là ou par là, il faut accepter. Voilà. Alors, donc ça c'est le plus difficile. Gestion émotionnelle, effectivement. Et voilà, on peut regarder par exemple dans le copy trading, les trades réalisés, c'est ce qui compte dans un copy trading. Quand tu copies quelqu'un, le latent, il faut laisser la personne faire son trading. On est à 11,38% en réalisé. Donc évidemment, si vous me copiez, regardez bien le réalisé et pas réalisé plus latent. Et surtout, si tu me copies depuis le mois dernier, il y a peut-être des trucs que j'ai fermés ce mois-ci qui étaient ouverts avant, donc que tu n'avais pas dans ton portefeuille. Mais ça va se lisser, bien évidemment. Si on regarde mon scalping, c'est quasiment la même approche. Vous voyez, ce mois-là, pour l'instant, on est sur 5 sur 5 en termes de journée. Donc voilà, ça ne veut pas dire que je gagne tout le temps, ça veut dire que voilà, des fois j'accepte de perdre, mais cette vague de Wolf, je ne pouvais pas la prendre. Ça veut dire que tu as deux solutions. Tu l'as vu, parce qu'on l'a tous vu dans la communauté, tu la prends pas, parce que tu as peur. Donc déjà, ce sont tes émotions
qui t'empêche de prendre un trade, la peur. Ensuite, si elle fonctionne, cette vague de Wolf, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être frustré, tu vas te sentir très mauvais et tu vas faire des erreurs parce que tu vas essayer de vouloir profiter, donc tu rentreras plus tard ou trop tard, tu n'auras pas de ratio, ça c'est dans le meilleur des cas. Dans le pire des cas, tu vas faire, tu vas péter un câble, tu vas faire n'importe quoi, tu vas doubler ton expo, je ne sais quoi, voilà. Tu la prends, elle fonctionne 100%, let's go. Tu la prends, elle n'a pas marché. Eh bien, si tu gères tes risques, tu as fait le job. Donc, moi, je l'ai prise. L'objectif d'une vague de Wolf, c'est qu'on relie les points 1 et 4. Donc, on peut prendre les corps ou les mèches. Par prudence, on va prendre les corps. L'objectif potentiel, c'est la touchette sur cette ligne-là. C'est la méthode. Donc, voilà. Après, ça marche, tant mieux. Ça marche pas, tant pis. On vous avait dit par contre sur le DAX effectivement qu'il y avait une très belle zone à payer, mais vu que je venais de rentrer sur le dos en short, je pouvais pas payer le DAX, ça c'est un peu schizo. Donc voilà, je vous en parlerai juste après, mais voilà, moi je suis dans une position, je l'assume, et on verra bien ce que ça donnera à l'ouverture. Maintenant, si on n'est pas là-dedans, qu'est-ce qu'il faut surveiller comme niveau les amis? Alors je vous invite évidemment, comme d'habitude, à tracer les plus hauts et les plus bas récents. Donc on est toujours sur du 4 heures. Vous pouvez voir un espèce de double top ici qui n'a pas été validé puisque on a cassé certes la ligne de coup, mais on l'a réintégré ensuite. Là, on a le plus haut historique. Donc voilà, on peut déjà tracer ce range pour la journée de lundi. On verra à l'open. Mais une cassure du range par le haut, c'est un signal d'achat extrêmement fort. Ça invalide ma vague de Wolf, bien évidemment. On va peut-être aller chercher cette zone 29 530 et faire un gros signal de retournement là-dedans. Donc tant qu'on est entre ces deux niveaux, c'est un niveau qu'on peut travailler. À l'inverse, on peut très bien à l'open venir chercher 29 300 et faire un très gros signal M15 ou un marteau, un truc comme ça. Ça peut bien évidemment se payer et il y a la sortie du range. Donc les deux gros niveaux à surveiller, c'est 29 300, 29 530 à peu près. Et donc si on casse par le bas, on reporte la hauteur du range, ce qui nous donne comme par hasard l'objectif de la vague de Wolf. Si on casse par le haut, même chanson. Et puis tant qu'on est à l'intérieur, on surveille ces deux zones. Les plus prudents attendront une sortie, les plus joueurs travailleront également le bas et le haut de range. Donc voilà ce qu'on peut dire sur le dos. Donc bien évidemment, tendance extrêmement haussière, zéro consolidation. On a à peine consolidé de quelques points lors du coronavirus et ça a déjà été repris puis fait des nouveaux plus hauts. Donc pour l'instant, il n'y a aucun impact. Voilà, c'est vrai que c'est difficile de se positionner dans la tendance haussière. En tout cas, on attend tous, quand on est sérieux, une consolidation, je veux dire, pour pas être le dernier des cons à acheter au plus haut. Et puis ça n'arrive pas, donc c'est pas toujours évident. Maintenant, apprenez des stratégies, apprenez des choses simples voilà, ne vous prenez pas la tête. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans un indice, si vous ne vous sentez pas à l'aise dans une classe d'actifs, ne la tradez pas, tout simplement. Du côté du DAX, donc on peut regarder la même chose, on peut regarder le DAX Cash. Donc le DAX Cash en hebdo, il a fait un nouveau plus haut, il a clôturé au-dessus ici, il a fait un nouveau record historique, c'est à préciser. Alors je vérifie mes dires tout de même. Oui, c'est ça, exactement. Donc on a fait même en mensuel, si on clôture comme ça, on clôture sur le plus haut historique sur le DAX. On n'a pas de niveau résistance. Si je relis par exemple par curiosité ces deux corps ici pour essayer de nous donner un niveau à peu près d'objectif, ça donne 14 500 points, donc il n'y aura pas de gros obstacles chartistes avant ce niveau-là. Et donc en daily, effectivement, on a eu cette cassure de range qu'on voit mieux. Regardez, on va la voir mieux sur le futur directement. La cassure du range, finalement, c'est un range dans lequel on évolue depuis le mois de novembre. Donc on peut dire qu'on est très haussier, certes, mais le DAX ne suit pas forcément les indices américains, en tout cas sur le nouveau record. Donc ce qui était très intéressant, et ça peut être frustrant pour moi, puisque j'avais vu ce niveau, c'était la cassure du range. Ça s'est fait, hop, si on affine un petit peu, voilà. Ça s'est fait le 11 février. On est venu casser le range et on est venu se réappuyer dessus, 13 600, pour ensuite aller rechercher les plus hauts. Donc moi j'avais vu ça, mais je venais de rentrer sur le dos en short. Donc c'était un peu difficile pour moi de payer l'un pour vendre l'autre, parce que même si on pourrait appeler ça du hedging simplifié, voilà, à un moment donné, il ne faut pas être schizo. Donc je me suis abstenu. Il fallait en choisir une et c'était justement le yen qui était en pleine bourre à ce moment-là qui m'avait aidé à prendre ma décision. C'est comme ça. Qu'est-ce qu'il faut surveiller? Donc oui, on n'est pas là pour se faire mousser. Parfois je fais des boulettes, parfois je fais des erreurs, parfois je me plante. Je vous le dis, je l'assume et puis je pense que c'est comme ça que vous voulez voir les choses. Donc voilà, pas de signaux de retournement. Il n'y a que éventuellement si on répète les plus bas de jeudi et qu'on réintègre le range qui pourrait être intéressant éventuellement pour ceux qui veulent absolument shorter, faire du contre-tendance. Mais là, il n'y a rien du tout. On va regarder sur le 4 heures, là aussi, et voir. Donc, on aurait pu avoir un début de double top qui se mettait en place à la fin de la séance de vendredi.
mais bon, il est absolument pas validé, donc c'est vraiment le niveau à surveiller. C'est ce plus bas en clôture ici, les 13 600. Si on les pète éventuellement dans la séance de lundi, on validera donc un double top et on peut attendre également la cassure de la même 50. Là donc on réintègre le range et donc on pourrait envisager d'aller chercher le bas du coup avec ce fameux breakout avorté et d'aller chercher les 13 000. Donc ça c'est un premier plan, une première zone à surveiller. Encore une fois, je n'en sais rien, hein, je suis pas certain de ce qui va se passer, c'est très théorique et le but c'est de vous donner les niveaux à surveiller. À l'inverse, hein, si on pète les plus hauts, comme ce qui se passe depuis de longues semaines, on attend un pullback et on fait une tentative d'achat, ce qui est assez difficile effectivement quand on n'a pas de visibilité. C'est ça qui est compliqué pour beaucoup de chartistes, non pas qu'ils ont plaisir à être tout le temps à l'envers du marché, mais je les comprends. Ouais, si vous regardez mes trades, il y a un peu de tout, mais je peux comprendre où quand on a un historique sur un titre et qu'on a un gros support et qu'on a un gros signal de retournement, c'est assez simple puisqu'on peut très facilement définir un objectif en allant chercher la résistance et le haut de range, etc. Quand on est sur des plus hauts, c'est vrai qu'on ne sait pas et du coup on n'a pas de visibilité et du coup on va avoir une petite conso, tac 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 tac, pullback. Là ça va être un peu plus facile, mais si on n'a pas de conso justement et qu'on casse simplement les plus hauts précédents, vu qu'on ne peut pas se fixer d'objectif, on est biaisé finalement et c'est ça qui est un peu difficile à combattre. Donc vaut mieux se concentrer sur d'autres classes d'actifs. Nous par exemple on est énormément exposé sur les actions et c'est le cas depuis 3-4 mois, quasiment que à l'achat sur beaucoup d'actions américaines, donc on en profite finalement indirectement. Donc voilà, encore une fois, les indices c'est assez particulier. Si vous n'êtes pas à l'aise avec ça, c'est pas une obligation de traîner le DAX, je veux dire, vous n'êtes pas obligé. Donc là pour demain je surveillerai ces zones là, donc la zone des plus hauts de la semaine dernière, les 13 780, 13 800 et les fameux 13 600. On peut aussi simplement revenir chercher une deuxième fois le haut et si on fait un gros signal de retournement ici, je serai aussi capable d'acheter. Donc voilà les trois plans un petit peu, alors c'est très théorique, mais zone 13 600 et 13 800 à surveiller. On peut regarder le gold. Donc le gold, lui, donc vu qu'on est toujours tout de même, même si c'est haussier, il y a toujours une petite surprise coronavirus, j'ai envie de vous dire, toujours un peu d'incertitude dans l'air, donc le gold ne lâche rien. Nous on est repassé à l'achat sur le pullback sur les 1550 $. On est toujours au-dessus du pivot mensuel, donc on est toujours bien. Attention au plus haut récent. Mon objectif, moi, à long terme, quand je dis à long terme, c'est d'ici quelques semaines, peut-être cet été, c'est la zone 1780, donc je vais garder mon plan. On a gagné beaucoup de trades sur le gold sur les 12 derniers mois. Du côté du pétrole, on a acheté le pétrole, nous, sur une petite divergence haussière qui s'est mise en place ici, surtout sur ce bas de range. Ça fait plusieurs mois que je l'annonce. Je voulais pas shorter là parce que c'est un actif que j'ai du mal à shorter. Je sais pas pourquoi, là je suis un peu biaisé, au contraire dans l'autre sens. J'ai du mal à acheter le pétrole, j'ai du mal à shorter le pétrole, j'ai du mal à shorter le gold, ce genre d'actif. Je vais plutôt chercher à payer des consos. Donc il y avait eu déjà un très beau trade qui avait été fait ici sur la divergence haussière. Le range n'existait pas parce que c'était la première touchette, mais là on est venu 2, 3, 4, 5 fois. On a fait une petite exagération, on a une divergence haussière, un avalement confirmé, un W validé. On est à l'achat depuis, je crois que c'était lundi dernier. Donc on est déjà en gain et je vais viser dans un premier temps le nœud entre la moyenne mobile 50, la moyenne mobile 200 et le pivot. Donc cette zone ici qui va être une zone archi clé. Et évidemment, en cas de cassure, on sera capable de renforcer pour aller chercher le haut de range. Donc je suis passé il y a quelques jours à l'achat sur le pétrole. On va regarder justement dans les paires de Forex à surveiller. Est-ce qu'il y a des choses intéressantes? Donc GBP USD, j'aime bien cette zone de polarité. Voilà, on a une moyenne mobile 200 qui est complètement plate, encore plus plate que mon ex, c'est pour vous dire. Donc voilà, très très plate. Effectivement, on n'est pas dans un mouvement de tendance. Par contre, il y a une super zone de polarité ici, résistance, 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 support, support, exagération, mais support qui est bien. On répète la 50. Donc j'ai envie de tenter avec un stop assez court sous S2 si on est un peu sportif, sous la 200 si on veut être un petit peu plus tranquille. Pourquoi? Parce que si on prend un peu de recul, et qu'on va voir en mensuel, on est dans un énorme W en création qui n'est pas du tout validé, mais qui nous donne d'abord en cas de cassure des 1,43 un objectif extrêmement haut. Donc j'ai envie de me positionner là-dedans, sachant qu'on avait déjà fait un très beau trade tout en bas ici sur la divergence haussière qu'on avait sorti sur la moyenne mobile 200. Donc ça veut dire que finalement on manque à gagner, on n'a pas grand-chose et j'aime bien le GBP USD.
Qu'est-ce qu'on a encore? USD-CHF. C'était magnifique. On a vu une épaule, tête-épaule inversée cassée. Voilà, ça s'est assez vite envolé. J'attendais un pullback pour me positionner, histoire d'affiner mon ratio gain sur perte, histoire d'être vraiment extrêmement fin. Et bim, on a été chercher tout de suite 50%, donc j'ai pas pris. C'est comme ça, c'est pareil, frustration. Qu'est-ce que c'est l'idée? Parce que pour vous schématiser très rapidement, vous avez une paire de devises. On va dire qu'on va l'acheter à 1, qu'on a un stop à 0,9. Même pas 0,8, donc ce qui fait 200 pips de stop, et un TP, moyenne mobile 200, qui nous donnait on va dire 1,25. Allez, on va dire ça. Donc 250 pips. C'est-à-dire qu'au moment où tu as ta cassure, donc tu as ton épaule, tête, épaule, clac, c'est validé, il y a une accélération. Donc, à un moment où tu veux acheter, on est à 1, ton stop, il est à 0,80 et ton TP, il est, du coup, tu vois, tu n'as pas un super ratio pour rentrer là-dessus. Donc, même si on a une forte probabilité de succès, ils vont dire une tub, je suis désolé, moi, j'attendrai et j'attends toujours un pullback afin de pouvoir affiner mon ratio, puisqu'en ayant le même stop et le même TP, du coup j'ai un RR de 3 alors qu'à la base il était de 1,2. Donc voilà pourquoi. Et du coup je sais que j'ai fait du bon boulot là-dessus. Encore une fois, ça va toujours dans mon approche mathématique du trading. Et voilà, si ça part sans moi, c'est pas grave, des opportunités, il y en a 55 000 par semaine. L'euro-dollar, là il a tout défoncé, aucun signal de retournement, on n'attrape pas un couteau qui tombe, il y a un petit gap du coup, bien vu, c'est un de mes abonnés qui l'a vu ici, il pourrait aller tout simplement combler ce gap, on arrive sur le S3 mensuel en plus sur ce niveau-là. Donc ça, c'est une zone qu'il faut surveiller. Ici, un gap qui est resté vacant. C'est rare des gaps sur le Forex. Donc vous voyez, ça nous donne la zone 1,0750 à peu près. Donc c'est un niveau qu'il faudra surveiller. C'est vrai qu'il y avait une petite épaule tête-épaule ici. Mais pourquoi je ne l'ai pas prise, cette épaule tête-épaule? Parce qu'elle était beaucoup trop grosse par rapport au mouvement précédent. Toujours facile après coup, parce qu'il y en a un qui m'a mis un commentaire, ouais c'est honteux, un pro comme vous d'avoir pas vu l'épaule tête-épaule inversée. L'épaule tête-épaule sur l'euro-dollar. Bon, voilà, s'il pense que je suis nul, je regarde pas mes vidéos mon pote. Mais sinon à part ça, une petite leçon, cadeau, une figure de retournement doit apparaître après une tendance marquée. Pourquoi? Parce que pour que ça se retourne, il faut qu'il y ait un mouvement de tendance en amont. Là, ce qui s'est passé, c'est que cette épaule tête-épaule, elle est apparue dans une sorte de range. Tu vois bien qu'ici, le mouvement précédent n'est pas une grosse accélération. Donc on l'avait vu, mais on ne l'a pas travaillé pour ça. Dommage, elle a fonctionné. Bravo à toi. En tout cas, il y a eu un très beau pullback. Donc cas d'école, c'est vrai, mais c'est le mouvement précédent qui est un filtre. Là, pour le coup, sur 1, ça a marché. Mais est-ce que sur 100, à la fin, tu seras positif? J'en doute. Donc ça, c'est pareil, les amis. Si je puis me permettre, je sais que quand on débute le trading ou quand on est au premier mois de trading, on a un peu la métonite. C'est-à-dire qu'on va chercher des méthodes un peu partout. On va regarder plein de vidéos YouTube. Alors, tiens, j'ai découvert le DOM. Tiens, j'ai découvert les bougies Ekenashi. Moi, je préfère les Enken, mais bon, bref, peu importe. J'ai découvert les moyennes mobiles, Ishimoku, les divergences, les avalements. Enfin, du coup, vous cherchez un peu et du coup, dès que vous allez perdre un ou deux trades, vous allez changer de méthode. Et en fait, vous ne laissez pas le temps d'exploiter le truc et donc vous tournerez en rond comme ça tout le temps et vous ferez jamais rien de propre. Donc ça, c'est pareil, ne vous faites pas des stats sur une épaule tête-épaule, elle a marché, on l'a pas pris, ça veut pas dire qu'on est nul et ça veut pas dire que c'est ce qu'il faut faire. C'est sur 100 trades avec la même stratégie, quel est le bilan? Moi, mon filtre sur les figures de retournement, que ce soit les épaules tête-épaule, les vagues de Wolf, ce genre de choses, c'est que ça ait lieu après une tendance marquée. Donc gardez bien ça en tête. Du côté du coton, on a une belle zone de polarité ici qui est intéressante. Support, cassure, voilà, résistance et support. Donc je vais surveiller ça avec peut-être une confirmation du pivot mensuel. Ça peut être un truc à faire sympa. USD-NOK, on a une validation de divergence dans une zone de résistance intéressante. Et Euro-CHF, ça c'est mon bébé. J'attends la validation de cette magnifique divergence haussière qui apparaît dans un support. On est quand même à un super niveau polarité. Résistance en février 2015. Support, possible support, c'est pas encore fait. Mais dedans, on a une belle divergence. Le Fibonacci pour que ce soit plus clair. Hop. Voilà, donc ça c'est ma petite pépite Forex que je surveille. Voilà, si elle se valide, c'est pas encore le cas. Si on a une cassure du bruit, voilà, je mettrai un stop sous les plus bas, peut-être un petit peu plus bas par sécurité. On en chercher 50%, puis 100% du mouvement. Et voilà, donc à surveiller euro
CHF. Bravo à Julio d'ailleurs, hein, qui gère le Forex d'une main de maître. Donc je vais vous montrer le plus beau trade de Julio du moment. C'est sa divergence 4 heures validée dans une zone de résistance sur USD CAD. Convergence de signaux entre la résistance oblique, la résistance horizontale, plus une petite divergence. Bravo l'artiste, fier de toi. Donc voilà du côté du Forex. Quelques actions maintenant à surveiller. Alors on va y venir tranquille. Unibail, on a une divergence avec un pullback sur le bruit qui est sympa, valeur de plutôt de fond de portefeuille. Garmin, elle n'a pas encore validé. Zogenix, alors ça c'est une action que j'ai trouvée sur TipRank. Je ne sais pas si vous vous rappelez du site TipRank que je vous ai déjà présenté 30 000 fois sur le site et qui est d'ailleurs disponible chez eToro gratuitement pour tous ceux qui ont un compte eToro. Vous avez TipRank, ça c'est quand même génial puisque normalement ça vaut 500 $ par an. Zogenix, l'avis TipRank, donc l'avis des plus gros analystes américains. On ne parle pas des petits analystes rigolos, on parle de gros lourds. Ils sont rankés, il y a des notes, vous pouvez aller voir leur historique de trucs, c'est vraiment solide, c'est vraiment un bon site. Moi je m'appuie là-dessus sur les actions américaines. Quand j'ai des signaux techniques, je peux valider par l'avis fondamental. Quand j'ai des screeners là-dessus, là j'ai été chercher les actions qui ont un très gros écart entre le consensus et les avis des analystes récents et le prix actuel. Et donc j'ai trouvé Zogenix où le consensus a été réitéré il y a 6 jours, donc c'est assez récent, entre 60 et 70 $, avec un avis moyen puisqu'il y a 2 avis plus bas à 55. Et donc on est à 32. Je me suis dit tiens, c'est un petit peu bizarre. Et du coup, oui, on a un très beau support avec pour l'instant une cassure. À voir si on a un pullback. Et du coup, j'y toucherai pas. Mais par contre, si on a une fausse cassure et intégration, là, je me permettrai de la prendre avec un stop assez proche et pour aller chercher le comblement du gap et le pivot mensuel. Donc, on a un très beau ratio gain sur perte. Des actions comme ça, j'en fais quelques-unes. J'en fais pas beaucoup, mais le ratio est tellement élevé que voilà, il suffit d'en gagner un petit pourcentage. Hein, on l'a déjà vu, mais on peut le revoir. C'est le poker. Hein, quand vous avez un ratio de 4 contre 1, donc un RR de 4, il faut gagner une fois sur 5. Pardon, une fois sur 5, pas une fois sur 50, pour devenir rentable. Ça veut dire qu'il suffit de gagner 20% de ce type de trade pour que ce type de trade soit au moins break-even, donc 21% pour être au moins rentable. Donc voilà, ça c'est des choses qui sont assez intéressantes. C'est un peu comme ça que j'avais trouvé l'action GoDaddy. Je suis très fier de cette action-là parce que justement il y avait un très gros écart entre l'avis TipRank et le cours actuel. Donc j'ai un screener sur TipRank, je regarde toutes les actions américaines sur lesquelles l'avis des analystes est au moins 20% au-dessus du prix actuel. Et ensuite après je filtre au niveau technique, donc c'est un gros travail. C'est ce qu'on fait en direct tous les vendredis dans Qu'en pense Wall Street, une émission en direct live stream trader. Et du coup on avait payé par ici sur la cassure la moyenne mobile 50 et 200 et on a eu la bonne surprise d'avoir une belle explosion du titre, bien évidemment aidé par de bons chiffres. Mais voilà, c'est un fait, c'est comme ça. Donc on va en TP1 aller chercher 81, en TP2 88 et j'en suis assez content voilà, de cette action. Qu'est-ce qu'on a d'autre à surveiller? Suez, on a une vague de Wolf avec une divergence pas totalement validée. Slack, malheureusement, elle a déjà quasiment fait son TP. JC2Co, on arrive sur un bon niveau dans le cadre d'une possible vague de Wolf. Donc regardez en hebdo. Donc c'est pas pour tout de suite, mais c'est un niveau à surveiller. Là, JC2Co, on a une belle zone autour des 23,50, 23. Donc une belle zone ici qui a été support. Voilà, et on a une superbe vague de Wolf, 1, 2, 3, 4, 5. On n'a pas encore fait le point 5, donc c'est pour ça que je dis que c'est à surveiller. J'aimerais qu'on aille chercher 22, 22, 20. Et évidemment, j'attendrai un signal de retournement. Mais bien qu'il ne faille pas attraper un couteau qui tombe, si on a un gros signal par ici vers le point 5, rappelez-vous qu'une vague de Wolf, le point 5, on a souvent un dépassement, réintégration. Eh bien, je surveille ça pour les prochaines semaines. Qu'est-ce que je peux vous donner encore ? Noble Energy aussi très intéressant sur un très gros support également. On attend un signal, on a peut-être une divergence en création, donc à surveiller. Deutsche Bank, alors ça je vais y venir juste après. Là aussi c'est une action super intéressante. On vient de valider une divergence sur Advance Auto sur le précédent plus bas, d'autant que la force relative est passée haussière. Donc voilà, après je peux pas tout vous donner non plus, il faut réserver aussi un peu tout ça aux abonnés. Il y a juste la dernière, Deutsche Bank, qui est intéressante, qui est sur le R3 mensuel. Et pourquoi ça m'intéresse, Deutsche Bank, que ce soit l'action américaine Deutsche Bank ou celle qui est présente sur le DAX,
pourquoi globalement le secteur bancaire m'intéresse. Le secteur bancaire, c'est un peu le poumon du marché. Il réagit beaucoup on va dire, aux politiques monétaires parce que les banques, pour gagner de l'oseille, elles ont besoin de taux élevés. Là, on a des taux qui sont bas, qui seront certainement maintenus bas encore longtemps. Donc, on pourrait avoir, après avoir un gros rebond du secteur bancaire, peut-être une petite consolidation. En tout cas, on commence à avoir des choses, des divergences, des avalements sur certaines actions bancaires. Et surtout, quand on regarde l'Eurostoxx, qui est quand même l'indice européen de référence, le secteur bancaire de l'Eurostoxx. Alors, je vais le retrouver. Eurostoxx, pardon. Banque. Il veut pas se mettre, c'est pas grave. ESTX, BNK. Voilà, il est là. Voilà, quand on regarde le secteur de l'Eurostoxx bancaire, on voit bien qu'il est en tendance très haussière. On a cassé le précédent plus haut, donc voilà. Mais on est en train de faire un petit avalement en daily et surtout on est dans le cadre d'une vague de Wolf. Donc ça ne veut pas dire qu'il faut shorter comme un goré les banques, mais si vous voyez, j'ai une vague de Wolf, une divergence haute sur Crédit Agricole, sur Deutsche Bank, sur Société Générale. Bien, en regardant un petit peu le secteur et ce qui se passe, eh bien, je pourrais valider ça. Donc là, j'ai Deutsche Bank qui est quand même sur le R3 mensuel, qui est toujours un niveau rarement atteint et sûrement un niveau d'excès. Donc je pense qu'on peut venir un petit peu corriger du côté du secteur bancaire. Donc le secteur bancaire à surveiller pour les prochains jours. Quand on regarde Société Générale, là on n'a pas vraiment encore de signaux de retournement, mais quelqu'un qui veut atteindre quelque chose de solide, on est peut-être en train de fabriquer un double top, eh bien il attendra gentiment. Si jamais on casse ça par le bas, eh bien ça donnera peut-être quelque chose de bien à travailler du côté du secteur bancaire. Donc encore une fois, c'est pas un conseil, c'est juste un constat et à suivre, à surveiller du côté du secteur bancaire. La dernière action à vous donner, c'est l'action Maison du Monde. C'est une action que j'ai repérée il y a quelques semaines, mais je suis pas encore dedans. Pourquoi? On a une très très belle divergence haussière sur Maison du Monde. On le voit ici, on a un plus bas que le précédent, un plus bas plus haut sur le RSI. Et donc j'ai attendu qu'on casse le bruit et c'est uniquement cette semaine qu'on a cassé le bruit de la divergence. Alors, est-ce qu'il faut y aller maintenant ou pas? Si on suit strictement la règle des divergences, oui. Maintenant, on peut ajouter une petite sécurité en se disant, bah tiens, je vais attendre qu'on casse en plus cette résistance oblique, mais du coup, bah tu rates quand même possiblement l'accélération, mais tu peux attendre ça, pullback et aller chercher pourquoi pas les choses un peu plus haut. Voilà, moi j'ai envie de y aller, c'est ma méthode, les divergences. On va d'ailleurs demander à Johnny Hallyday ce qu'il pense de l'action Maison du Monde. Bonjour, c'est Johnny. Qu'est-ce que vous pensez, Johnny, de l'action Maison du Monde? J'aime beaucoup cette action parce que j'ai remarqué que dans le monde, il y avait beaucoup de maisons. Merci Johnny, très sympa comme avis, ça vaut plein d'analyses et c'est à prendre en compte. Donc moi, je surveille cette divergence haussière, je vais essayer de me positionner, peut-être en anticipant un petit peu du coup la cassure, mais elle est validée, c'est ma stratégie. Pour finir cette vidéo, on va regarder le Bitcoin et où est-ce qu'il en est, ça corrige pas. Alors ce qui me fait marrer, c'est que je vais bien beaucoup voir sur les réseaux les choses. Donc tous les anti-crypto reviennent à la charge, à regarder, ça va corriger. Les gens savent à l'avance les niveaux, donc il y a des mecs, je les citerai pas, mais quelques journalistes qui m'ont un peu secoué le jour où j'avais fait ce fameux parallèle avec Nabila, qui se disent maintenant, sont devenus des professionnels du Bitcoin, ils connaissent ça par cœur et ils savent déjà ce qui va se passer. Oui, tu vas voir quand il va aller à 11 400, il va y avoir un mouvement de baisse. On sait rien, on n'en sait rien. C'est pas, encore une fois, l'analyse technique, c'est pas ça, c'est pas dire il va se passer ça. On n'en sait rien. Ce qu'il faut faire, c'est un constat. Est-ce que la tendance elle est haussière, est-ce qu'elle est baissière, est-ce qu'on est sur un niveau clé? Oui, non. Là, moi, ce que je disais, c'est qu'effectivement, on a cassé le biseau et la règle de l'analyse technique nous dit qu'on retourne puisqu'on reporte la hauteur précédente à 13 000 et on fait même un nouveau plus haut. Là, pour l'instant, on a déjà fait la moitié du chemin, donc je suis plutôt content. La tendance à court terme, elle est haussière. Et ce que j'ai vu, c'est que le Bitcoin, à chaque fois qu'il casse un plus haut précédent, il vient se réappuyer dessus. C'est ce qui se passe. Regardez, hop, on casse, on vient se réappuyer. Donc là, il va venir très certainement et il est en train de faire un pullback. Sur quoi? Sur une zone de polarité extrêmement solide qui a été support, 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 résistance, résistance. Donc, en venant s'appuyer en plus sur un support oblique,
quand on prend tous les plus bas. Donc moi je pense qu'il va venir chercher 9005 à peu près, que la petite consolidation n'est pas terminée et du coup que ça devient cette zone un super signal dans le sens de la tendance. On est au-dessus de la 200, la 50 a croisé la 200, donc voilà, on avait une petite divergence baissière en plus, donc petite consolidation, peut-être petit excès, on le connaît, il est un peu volatile, il est un peu coquin, mais je pense, même si moi je l'ai payé assez bas, donc je ne vais pas le couper, je pense qu'on va aller à 13 000, donc voilà, je garde mes plans. Si on vient s'appuyer là-dessus et qu'on fait un petit signal sympa, une petite bougie, eh bien, on peut se positionner dans le sens de la tendance. Donc voilà, ce qu'il faut constater, c'est pas dire oui, il va se passer ça, on n'en sait rien, personne n'en sait rien. Il n'y a aucun vase communicant actuellement sur le BTC. Encore une fois, je ne pense pas que ce soit une valeur refuge. Puisque voilà, il y a pas de, je pense pas qu'il y ait de corrélation avec ce qui peut se passer dans le monde. Simplement, on a une petite conso actuelle. C'est très frustrant pour ceux qui ont coupé leur Bitcoin tout en bas en mode j'ai fait caca culotte, ça va aller à zéro, ils ont eu raison finalement. Je vous comprends, mais c'est comme ça. Et puis ne flippez pas dès qu'il y a une petite conso. Tous ceux qui veulent une conso, en fait, c'est tous ceux qui ne sont pas rentrés en bas et qui flippent que ça parte sans eux. Donc apprenez l'analyse technique, apprenez à repérer les niveaux et arrêtez d'écouter Pierre-Paul Jacques. Voilà du côté de cette vidéo, ça fait 35 minutes qu'on est ensemble, donc ça fait beaucoup de temps. N'hésitez pas en tout cas si vous avez des questions à laisser un commentaire. Je vous rappelle qu'on a deux services à votre disposition, un service complètement offert, commencerletrading.com. Vous avez du copy trading, vous avez tous les lives du lundi qui sont offerts, donc ça c'est cool. Vous avez donc les live stream trader, donc le matin avec moi, etc. Vous avez une formation complète, on a aujourd'hui plus de 36 heures de vidéos dans l'espace membre, donc c'est quand même beaucoup de contenu. Vous avez les chandeliers japonais, vous avez du coaching à chaque vidéo, vous avez la théorie de dos, le money management, les indicateurs, les figures, construire un plan de trading, Fibonacci. Donc c'est vraiment, quand on débute, les toutes bases, les reins graphiques jusqu'à nos méthodes de travail. Donc j'utilise pas plus de choses que ce qui est prévu et ce qui est présenté dans cette formation, moi personnellement. Et vu qu'on a fini la partie théorique, et bien maintenant le mardi et le jeudi, il y a du coaching pur, donc confirmer nos signaux sur action, bien gérer ses unités de temps, retour sur la méthode Forex, j'ai vu aussi comment bien utiliser le yen en confirmation sur les indices, enfin, c'est assez complet. Je vous ai même présenté ma méthode de scalping la semaine dernière et d'ailleurs pour les abonnés, je vous mettrai ça dans l'espace membre très prochainement. Vous avez également les interventions de Gérard Sagnier, j'ai cru comprendre que vous aviez apprécié ça la semaine dernière et du coup tous les membres ou commencer le trading ou live stream ont désormais accès, puisqu'on ne le fera pas sur YouTube systématiquement, aux avis 2 fois par semaine de Gérard Sagnier. Et donc pour ceux qui veulent aller plus loin, il y a Livestream Trader où là c'est vraiment intensif puisque en plus de toute la partie théorique, eh bien il y a tous les programmes Livestream, la grille évolue sans cesse puisqu'on va toujours voilà, dans le développement de la communauté, mais vous avez toute la journée du trading, que ce soit le morning live, des actions, du forex, du scalping sur les indices américains, Wall Street, qu'en pense Wall Street, c'est archi complet, donc tous les lives. Donc oui, venez regardez comme ils sont contents les gens de notre communauté. Venez nous rejoindre, vous avez des alertes SMS, du copy scalping, vous pouvez également me copier mon compte de scalping chez Philippe Capital, les flashs, le plan des membres, et pour ceux qui s'offrent le pack annuel, vous avez en plus nos contacts en direct, donc pratique pour poser des questions, 1 heure de suivi par mois pour se perfectionner et 2 jours sur place avec nous en Andorre. Donc il n'y a pas de secret dans la vie, si vous voulez réussir dans un domaine, il faut se former. On me demande pourquoi je fais des formations si je suis soi-disant si bon. Bien, si j'étais mauvais, tu me poserais exactement la même question. Et je vous souhaite à tous en tout cas un très bon dimanche. N'hésitez pas à poser des questions. N'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu et évidemment de vous abonner à la chaîne YouTube si ce n'est pas fait. Très bon dimanche à tous. Merci et à bientôt. Ciao.